Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au dernier bombardement qui a eu lieu dans le nord de Gaza. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Je vous fais cette vidéo parce qu'après ça, je vais traiter du bombardement qui scandalise tous les Occidentaux soumis fait par les Russes. Nous allons bien voir ici la différence de traitement entre ce qui est ignoré au Moyen-Orient et ce qui est fait ou ce qui est mis en avant par les Occidentaux dans leurs médias mainstream. Ici, ces deux attaques ont eu lieu le même jour. Vous allez voir qu'il y a une différence de traitement. Ici, nous allons d'abord traiter le bombardement qui a eu lieu à Gaza. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de celui qui a eu lieu en Ukraine. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, il y a deux vidéos à voir, donc soyez patients, regardons les deux et après nous allons commenter. Leurs enfants dans les bras, ces Palestiniens fuient une nouvelle fois les frappes israéliennes. Cette nuit, des missiles israéliens ont visé cet hôpital dans la ville de Gaza, détruisant notamment les urgences et le bâtiment de chirurgie. Des dizaines de patients ont dû fuir les locaux, certains sur leur lit d'hôpital. Ils ont frappé l'hôpital et nous vivons à côté, donc nous partons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tous les autres, nous sommes partis. La défense civile palestinienne et le Hamas, qui lui accuse Israël de crimes de guerre, dénoncent cette attaque. L'armée israélienne de son côté déclare avoir pris des mesures avant de bombarder le site pour épargner les civils. Mais les patients de l'hôpital et le personnel médical expliquent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour évacuer. Où est-ce que les patients sont censés aller au milieu de la nuit? Où peuvent-ils aller pour s'échapper? Comment peuvent-ils se débrouiller? La scène était effrayante. J'avais tellement peur que je n'ai pas dormi une seule minute. Toute la nuit, les éclats de verre ont volé autour de nous. L'hôpital Al-Ali est désormais un amas de ruines. C'était le dernier hôpital encore en service dans le nord de l'enclave. Israël, qui vise fréquemment les services de santé de Gaza, affirme que le Hamas utilisait cet endroit pour se cacher et planifier des attaques contre des civils et soldats israéliens, sans apporter de preuves pour le moment. Notez bien la dernière phrase, c'est très important. Ensuite, regardons le petit résumé qui en a été fait le 14. Ils n'ont eu que quelques minutes. Aidez-nous, aidez-nous, pour évacuer dans la nuit les patients avant ce bombardement de l'aviation israélienne. faites attention aux débris. Mais voici ce qu'il reste des services d'urgence, soins intensifs de l'hôpital Baptiste Al-Ali. L'armée israélienne l'affirme, cette partie du bâtiment était un centre de commandement opérationnel du Hamas. C'était le dernier hôpital encore en fonction dans le nord de Gaza. Depuis le début de la guerre, 36 ont été ciblés. On est en sécurité nulle part. Ce ne sont pas les seules frappes israéliennes du jour. Dans la ville de Gaza, une école bombardée. Cette maison frappée, 6 morts d'une même famille. Ou ici, plus au sud de l'enclave, ce bâtiment municipal éventré. Ou encore cette voiture touchée. Depuis la fin de la trêve, l'armée israélienne mène l'offensive, tous azimuts. Tsahal contrôle désormais plus de 66% de l'enclave, poussant à nouveau, selon l'ONU, plus de 400 000 Gazaouis en 3 semaines sur les routes et vers une crise humanitaire sans précédent. Pas de quoi faire piller le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, avec l'appui du président américain, envisage un plan de départ des habitants de Gaza. Qu'est-ce qu'il y a de mal à donner aux gens un choix? Un choix qui n'en est pas un pour ses détracteurs. Le but est de faire de Gaza une colonie israélienne ou un territoire israélien. Et ça, c'est un crime de guerre. Et en Israël, les militaires de commencer à se rebeller contre Benjamin Netanyahou et la stratégie à Gaza. Vendredi, d'anciens pilotes ou militaires réservistes annonçaient une pétition. 1000 signataires appelant à la fin d'une guerre sans logique pour eux. Les otages qui sont toujours à Gaza sont en risque. Les soldats qui sont là-bas sont en risque. Et également, les citoyens innocents sont tués tous les jours. Et tout ça, c'est aucune logique.
Alors que Benyamin Netanyahou n'envisage pas de fin de conflit avant la libération des 58 otages restants et la capitulation du Hamas, le président français Emmanuel Macron pourrait annoncer au mois de juin la reconnaissance de l'État palestinien aux grandes dames d'Israël. Bien évidemment, nous savons que la politique de Netanyahou a apporté des grands résultats, étant donné que la seule chose qui a permis que les otages rentrent à la maison ont été les négociations de paix. Mais bon, continuons encore à penser que ce monsieur mène une guerre juste avec l'armée la plus morale du monde, surtout quand on voit les résultats qu'il obtient. Et donc, après vous avoir montré cela, je trouve qu'il est important peut-être de montrer que après les soubresauts que soi-disant ils ont eu, apparemment Emmanuel Macron, après s'être déclaré pour la constitution d'un État palestinien, avait mis de l'eau dans son vin, mais ils auraient passé un coup de fil avec Netanyahou pour parler soi-disant et tout ça. Et donc écoutez ce qu'il disent ici. Au Proche-Orient, à peine transmise, déjà très mal engagée, la proposition de trêve israélienne passée par les médiateurs égyptiens. Non, c'est pas celui-ci. C'est ici, quand on vous dit qu'il y a eu un coup de fil entre Netanyahou et Emmanuel Macron. Allez, on commence tout d'abord par ce coup de fil. Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, s'est entretenu par téléphone avec Benyamin Netanyahou. Au Premier ministre israélien, le chef de l'État français a réclamé un cessez-le-feu permettant la libération des otages du Hamas, tout en plaidant, je le cite, la fin du calvaire des civils de Gaza. Bonjour Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Bonjour. Avec vous, on va donc évoquer cet échange, un échange surprise même, hein. Oui, un échange surprise, mais qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Il y a d'abord eu les propos d'Emmanuel Macron qui a annoncé, on s'en souvient, la semaine dernière, que la France s'apprêtait à reconnaître un État palestinien, probablement d'ici le mois de juin, dans le cadre d'une conférence internationale avec l'Arabie saoudite, des propos qui ont déclenché la fureur du gouvernement israélien. Le fils de Benyamin Netanyahou, Yair Netanyahou, qui prend souvent parti dans le débat public par le des réseaux sociaux, a carrément insulté le président français, et Benyamin Netanyahou avait fait part de son profond mécontentement. Ce coup de fil était donc censé apaiser les esprits. Le Premier ministre israélien a fait savoir et a répété ce qu'il avait dit à la presse, a fait savoir au président français, bien que pour lui, la reconnaissance d'un État palestinien équivaudrait à une récompense à la terreur, à une récompense au Hamas qui a commis ces massacres du 7 octobre. Argument repris par les journalistes français. Donc, quand on a reconnu l'existence d'Israël, et qu'Israël, comme je vous l'ai déjà démontré ici, a commencé par des méthodes de terreau sur les territoires palestiniens ou sur les territoires où vivaient les Palestiniens, on n'a pas qualifié ça de récompense. Non. Mais là, eux qui sont en train de les taper, quand on veut leur reconnaître aux autres le droit à un État, et eux qui étaient là, bien avant que ceux qui sont venus créer un État, bien avant la création d'Israël dans cet endroit-là, les Palestiniens qui sont là, à qui on n'a pas encore reconnu officiellement un État par les puissances occidentales, et bien à eux, si on leur fait ça, c'est une reconnaissance, c'est une prime à la reconnaissance aux actes du 7 octobre. Comme si les horreurs que font ces gens-là, qui dénonçaient même le président Charles de Gaulle, ça c'était des actes d'ange. Et qu'il mettrait de surcroît cet État palestinien en danger l'existence même d'Israël. C'est une opinion assez répandue ici, selon laquelle si un État palestinien devait s'établir... C'est une opinion assez répandue ici, bien implantée dans les médias mainstream français, qui n'ont que ça comme argument. Si on concède quoi que ce soit aux Palestiniens, c'est qu'on est pour le jeu du Hamas, c'est qu'on est pour récompenser le Hamas, d'avoir ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Mais quand on voit ce que Israël fait, refait, refait, par contre, eux, on ne leur récompense pas. C'est juste la normalité de ce qu'ils font.
s'établir à la fois à Gaza et en Cisjordanie, la Cisjordanie qui se trouve tout près des centres vitaux d'Israël. La première ville de Cisjordanie, la plus à l'ouest, est à 14 km seulement de Tel Aviv. Eh bien, cela deviendrait un État terroriste, tout comme Gaza, qui menacerait directement la vie des Israéliens. C'est la teneur de ce qu'a dit Benyamin Netanyahou cet après-midi. Bah oui, bien évidemment. Eux, s'ils deviennent un État, forcément, ils menacent la vie des Israéliens. Mais ce que les Israéliens font à ces gens-là depuis leur création, ça, ce n'est pas la terreur. Et surtout, écoutez, on va revenir par rapport à ce que je vous ai dit au début, à ce que Veille stratégique dit de ce qui se passe et de la différence de traitement entre ce qui s'est passé à Gaza, le jour même que ce qui s'est passé en Ukraine. Tout bien planqué, vient faire le kéké sur les réseaux pour insulter le président de la République, pour lequel, je le rappelle encore une fois, je n'ai aucune sympathie. Mais là, on a pu s'apercevoir qu'il y avait quelques personnalités, quelques personnes, parce qu'il a incorporé, il ferait mieux de se terrer là où il est et de ne plus en ressortir. Voilà ce que je voulais dire au sujet d'Emmanuel Macron et de la Palestine. Alors à côté de ça, hein, vous le voyez, on vous a mis la carte de ce qui s'est passé donc pour la journée d'hier, avec les différentes frappes qui ont eu lieu sur plusieurs endroits, que ce soit Gaza City, le camp de réfugiés de Nuseirat, celui alors les zones autour de Der al-Balar, de Khan Younis comme d'habitude, ou de Rafah, et puis surtout cette horreur qu'on a pu voir sur les réseaux, c'est-à-dire une frappe de l'aviation israélienne sur l'hôpital chrétien anglican de Al-Harli à Gaza. Donc très bien, hier c'était la fête des rameaux et on a une frappe sur un des derniers, sinon je crois le dernier hôpital encore fonctionnel dans Gaza, qui dépend de l'épiscopat anglican de Jérusalem et qui permettait d'offrir dans des conditions déjà terribles un minimum de soins aux habitants de la ville. Eh bien, les Israéliens l'ont frappé directement sans qu'on sache, je m'empresse de le dire, si ils ont touché des membres du Hamas ou pas dans cette zone. Voilà, là, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas eu de détails. Je rappelle aussi que les informations qui filtrent depuis une semaine, selon les Israéliens, selon la chaîne de télé Channel 12 israélienne, que le Hamas a refait le plein de combattants. Alors, est-ce que c'est de la propagande israélienne pour justifier la poursuite des combats, ou est-ce que c'est une réalité? C'est très difficile, vous vous en doutez bien, de le dire aujourd'hui. En tout cas, en Israël, on affirme que le Hamas dispose de nouveau de 40 000 combattants ou membres. Alors, il faudra distinguer si dans les 40 000, c'est effectivement des membres, des gens qui se sont affiliés au parti ou qui ont pris les armes ou qui ont pris les armes. Il faudrait distinguer tout ça, donc ça reste encore très flou. Mais si ce chiffre correspond à une réalité, c'est celle de l'échec de la politique israélienne, nous n'avons cessé de le dire, et de la stratégie militaire israélienne, parce que en faisant des bombardements de cette nature depuis le début, vous renforcez sans cesse la ligne d'approvisionnement, de recrutement du Hamas. C'est-à-dire que les gens, voyant leur famille déchiquetée, ils ont beau ne pas être forcément au départ sur les positions du Hamas, ils vont aller s'engager là-bas en disant, eux, ils tiennent tête aux gens qui viennent de tuer ma famille, je vais les rejoindre. Voilà. C'est la spirale infernale qu'a créé la politique et la stratégie israélienne à Gaza, c'est-à-dire d'entretenir le recrutement, le pool de recrutement du Hamas avec cette façon indistincte de frapper les cibles à l'intérieur de Gaza. Alors, hier, le comptage était d'au moins 11 civils tués, 111 autres blessés. Alors là, sur la carte, vous avez le chiffre des pertes globales, donc des morts tués directement par les combats, qui va bientôt atteindre les 51 000 Palestiniens tués et plus de 116 000 blessés. Je rappelle encore une fois que ces chiffres sont des chiffres qui sont d'abord fournis par le ministère de la Santé palestinien, donc tenu par le Hamas, et que depuis le début du conflit, ces chiffres finissent par être confirmés semaine après semaine
à la fois par les ONG, à la fois donc par l'ONU et ensuite par le département d'État américain. C'est pas, il y a à quelques unités près, et je rappelle une fois encore qu'il faut ajouter à tout ça tous ceux qui sont morts des suites de la guerre et des conséquences de la guerre, et que là ça porte le chiffre désormais probablement à 4 fois plus que ça, c'est-à-dire plus de 200 000 morts, il faut le rappeler. Donc on a continué à avoir des frappes donc dans toutes ces zones. Aujourd'hui, donc les Israéliens affirment qu'ils ont fini de dégager un corridor de 12 km au nord de Rafah, le corridor de Morag, puisque comme vous le savez, l'objectif maintenant c'est de morceler la bande de Gaza avec plusieurs corridors. Alors on a parlé beaucoup du corridor de Philadelphie au sud, avec qui borde la frontière égyptienne, et d'autres zones qui se trouvent donc réparties vers le nord. Aujourd'hui, le but, c'est que la bande de Gaza, qui est déjà une enclave, soit redivisée en sous-enclaves pour détruire sa cohésion territoriale. Donc voilà, les Israéliens affirment qu'ils ont achevé un nouveau corridor, donc ça veut dire que sur une bande d'environ 800 à 1 km de large, il n'y a plus rien, tout a été détruit, tout a été rasé, et seuls les Israéliens ont le droit de s'y promener, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la situation continue de se détériorer. Je rappelle que, à l'exception des commentaires autour de la déclaration d'Emmanuel Macron, ce qui se passe là-bas ne fait l'objet d'aucune couverture médiatique d'envergure dans nos médias de grand chemin. Voilà. Et la frappe sur l'hôpital anglican hier le prouve, c'est-à-dire que simultanément, on en parlera tout à l'heure, il y a eu une frappe de missiles russes à Soumy, on en fait des gorges chaudes du matin jusqu'au soir. Donc là, hier, on frappe un hôpital chrétien le jour des Rameaux, ça ne pose aucun problème, et surtout, ça ne crée aucune indignation, aucune couverture médiatique d'ampleur. Alors, parallèlement... Voilà, c'est ce que je voulais que vous attendiez jusqu'au bout. Comme il vient de le dire, ce qui s'est passé en Ukraine est discutable, et on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais ici, alors que la France est un pays chrétien qui est censé défendre les chrétiens, Israël frappe un hôpital chrétien qui venait en aide à la population palestinienne le jour des Rameaux, et les médias français, qui sont les premiers à se lever contre les musulmans, soi-disant les musulmans mettent en danger les origines, la culture française, qu'ils détestent l'Occident. Mais l'Occident est chrétienne, et là, personne ne s'indigne et personne ne commente, personne ne condamne ce que vient de faire Netanyahou, son aviation. Et moi, je voulais qu'on fasse cette vidéo avant que je ne passe à la vidéo sur l'Ukraine, pour que l'on comprenne bien que toutes les choses ne sont pas traitées de la même manière. Ce dont les Occidentaux, dans leurs médias mainstream, se vantent ou se mettent en premier, ne pas forcément les intérêts des Européens eux-mêmes, des Occidentaux eux-mêmes. Ce sont les intérêts des gens qui dirigent leur groupe. Comme l'avait rappelé Dominique de Villepin, il faut rappeler que l'information maintenant en France est détenue par des milliardaires qui imposent leur volonté, leur agenda sur ce que font ou diffusent ces médias. Et donc, avant de passer à la vidéo sur l'Ukraine, je voulais faire ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.